D'abord, j'avais juste une petite curiosité. Ça vient d'où, Caril? C-A-R-Y-L, votre prénom? C'est un prénom de gallois que personne ne connaît. Et au départ, c'est un condamné à mort, Caril Chessman. Et c'est pas très gai, mais qui était un symbole contre la peine de mort. Aujourd'hui, dans mon micro, Caril Ferret, écrivain de polar. Et j'ai commencé par lui demander d'où vient son prénom Caril, car je ne l'avais jamais entendu. Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageur. Passons à l'action. Caril ne tient pas en place. Avec ses romans policiers, il nous a fait voyager dans pas mal de pays. Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Argentine, Chili, Colombie, et à chaque fois, il campe une intrigue qui fait l'objet d'un livre. Avec son dernier polar, Grindadrap, sorti chez Gallimard, l'action se déroule aux îles Féroé, sur fond de chasse aux cétacés et d'activisme écologique. Comme à son habitude, l'auteur, grand baroudeur, s'est immergé dans le décor pour nourrir son inspiration. Et il est revenu du pays des tempêtes féroces avec un livre à la fois politique et mystique. Caril Ferret nous raconte les coulisses de l'écriture et comment il voyage pour nourrir ses polars. Tu peux retrouver ce grand entretien dans AR, actuellement en vente avec la Bretagne en couve, et ses raccords avec Caril, car il est breton, originaire du village de Montfort-sur-Meux. Ce qu'il fait bien rigoler, tu l'entendras. Il me reçoit chez lui, à Paris, avec une cigarette au bec et son chat qui rôde autour du micro. Un bateau de Sea Shepherd qui lutte contre la chasse aux baleines. Il y a une vieille tradition aussi de chasse aux cétacés au Féroé. Et il y a un corps d'homme au milieu de cadavres d'animaux. Tout ça donc au Féroé. Est-ce que Grindadrap est un polar écologiste? Oui, on peut dire ça quand même, quoi. Le nier, ce serait difficile, quoi. Le polar, c'est pour parler de l'état des océans, qui est lamentable. Mais comme c'est pas un documentaire, je trouve que le roman c'est un bon moyen de parler des sujets d'aujourd'hui. Et puis je voulais que ce soit des jeunes qui soient le narrateur. Il a 30 ans en fait, et c'est l'âge de ma fille en gros quoi. Et comme je connais assez bien leur éco-anxiété, c'était donner la parole aussi à cette génération-là, sachant que les lecteurs ils sont souvent plutôt âgés. Mais alors les 80 premières pages justement, on est à bord de ce bateau et il y a une course-poursuite assez haletante pour essayer de retrouver un baleinier à côté de la mer d'Islande. Et c'est vraiment flippant de vérité. Vous avez vécu ça en vrai? Ah non, moi j'ai peur de l'eau, moi, comme tous les Bretons. Je nage à peine, je coule plutôt, moi je nage pas, je coule. Mais ça me fascine. Je fais du bateau un peu comme ça, quoi, mais ça me fascine. Et puis, moi j'ai grandi avec Moby Dick, tous les récits de mer. En fait, il y a souvent des tempêtes pas possibles, mais jamais lu de tempête moderne. Et alors, j'ai vu plein d'images, mais hyper flippantes, vraiment hyper flippantes. Et j'adore, quoi. Et plein de récits de capitaines qui racontent, évidemment, quand t'as un capitaine au long cours, la première question qu'on lui pose, c'est c'est quoi votre pire tempête? Parce que ça fait frémir. Et puis là, ça allait bien parce que c'est une catastrophe écologique. Et du coup, j'ai regardé quelle était la tempête la pire, Atlantique Nord. Et en fait, c'est en 99. Et j'ai repris toutes les données, en fait, de cette tempête en poussant les curseurs un peu plus loin pour qu'elle soit vraiment effrayante. Et en fait, avec qu'elle figure tout ce qui va nous arriver. Les tempêtes sont de pire en pire. Dans ce qui va arriver dans les années à venir, ça va pas être hyper gai. Mais ça parle de ça. Extrait de Grindadrap, Caril Ferret, page 34. Après des semaines de traque, de doute et de cache-cache entre brume et bateaux assassins, de froid et de mer cassante, la cible est en vue. C'est bien le Sked, reconnaissable à sa coque grise, au harpon mécanique fixé à sa proue et à sa grue pour hisser les cétacés blessés à mort. Vous l'avez vu aussi? C'est lui, oui, confirme la chef de mission. Son AIS est coupé, mais on peut lire le nom sur la coque. Julia s'ouvre d'un sourire à pouponner des abysses. L'envie d'en découdre est là, dans nos veines, plus vive à mesure que nous fondons sur l'ennemi. Eux n'ont aucune pitié, moi non plus. Je me fiche de leur travail, de leurs emprunts, de leurs raisons, même de leurs femmes. La forteresse du Sked grandit à bâbord, menaçante, et c'est exactement pour vivre des moments comme celui-là que je me suis portée volontaire. Mais vous avez rencontré aussi des gens de Sea Shepherd peut-être? Lamia Semlali, ou c'est une figure aussi? Lamia, c'est la première personne que je suis allé voir en fait. Il se trouve ils ont aussi leur bureau à Paris. Elle habite en Bretagne, mais moi je l'ai vu à Paris. Et elle m'a donné plein d'infos, plein de références, de documentaires où quand ils abordent les baleiniers, dont je m'en suis servi. Puis elle m'a expliqué un peu le rôle de Sea Shepherd, pourquoi ils étaient persona non grata aux îles Féroé, leur travail par rapport au green et qu'ils avaient essayé d'éradiquer, mais la marine danoise est contre eux. Il y a toute une aventure en fait que du coup je remets en perspective dans le roman.
À quel moment vous avez eu vent, je dirais, de ces massacres, de cette tradition de chasse au Féroé, et comment vous l'avez appréhendé? Je suis Sea Shepherd depuis longtemps, enfin depuis presque sa création. Et avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de trucs qui passent. Enfin, en l'occurrence, ces massacres de cétacés, c'était quand même hyper choquant parce que visuellement, quand tu vois une baie absolument rouge de sang avec des cétacés qui se débattent, c'est absurde, quoi. Enfin, ça paraît absurde. Après, c'est une tradition, et dans le roman, moi, je voulais pas que ce soit les bons ou les méchants, noirs ou blancs. Enfin, c'est toujours ça m'agace prodigieusement. Donc, il y a aussi, je donne la parole aussi aux gens des Féroé qui ont des arguments qui se tiennent. Et ils nous renvoient, nous, à l'univers d'abattage de nos animaux chez nous, qui est épouvantable. Ils disent, eux, ils ont pas d'élevage en batterie, donc ils sont plus écolos que nous, malgré ce type de massacre qui reste totalement absurde aujourd'hui. Et il y a la météo aussi qui est très forte, effectivement, dans le livre, et puis au Féroé aussi. Moi, j'y suis allée il y a 3 ans à peu près. On se prend vraiment des tonnes de pluie tout le temps, du vent tout le temps. C'est sévère, c'est escarpé de partout, il y a des falaises, c'est vraiment une terre inaccessible. Ça l'est bien pour un polar, en fait. Comme c'est une île, le fait qu'il y ait dans l'île, il y ait une tempête qui les mette complètement en autarcie, puis du coup qui coupe les communications, donc il n'y a plus de portable, donc tout de suite ça crée des situations anxiogènes. Et c'est assez magnétique, cet archipel, quoi. Enfin, effectivement, toutes ces falaises et tout, à la fois c'est très joli, mais c'est un peu inquiétant. Je trouve que ça allait bien, parce que c'était un décor. J'ai fait un livre qui se passait aux Antilles, ça n'aurait pas été la même ambiance, quoi. Extrait de Grindadrap de Caril Ferret, page 118. Comme les orques, les globicéphales noirs forment des groupes familiaux, des pods, et suivent leurs leaders lors de leur migration. Au cours des grindes, les baleines pilotes sont piégées par des hommes au large qui les forcent à nager en direction du rivage. Arrivés en eau peu profonde, les cétacés se blessent contre le sol et se trouvent à la merci des tueurs. En déroutant tout un pod, aucune distinction sur l'âge n'est possible. Bébés et femelles gestantes font partie des victimes. Solidaires, refusant d'abandonner l'un des leurs, les cétacés restent groupés face au danger, finissant de causer leur perte. Et la plage que je foule est un enfer. Des centaines de corps gisent sur le sable noir, présentant une affreuse blessure au cou, à moins que les éléments déchaînés n'aient fini par les décapiter. Une odeur de sang et de mort a investi les lieux, que le vent pourtant violent n'altère pas. Et à quel moment vous avez pensé qu'il y avait vraiment matière à polar? Comment ça s'est goupillé? Moi, c'est toujours le sujet, en fait, qui m'intéresse d'abord, quoi. Et donc là, en l'occurrence, les Green, l'état des océans, Sea Shepherd, je dis, ok, tu vas les mettre dans un endroit où ils ont pas le droit d'aller. Tiens, tu vas mettre une tempête. Puis après, que des polars, c'est presque un jeu. Je dis, il faut toujours un cadavre. C'est le jeu du polar, en fait, quoi. J'ai mis un cadavre. Tiens, le chef de Green, celui à qui on doit poser des questions, s'il est mort, déjà, ça coupe un peu la chic du flic qui va suivre l'enquête. Donc ça brouille les pistes un petit peu. J'aimerais savoir où se trouve, vous, votre conscience écolo entre justement ceux qui sont prêts à mourir pour des baleines et ceux qui chassent la baleine, par exemple, comme au Féroé. Vous êtes où, vous, au milieu de tout ça? Moi, je suis pour l'écoterrorisme, radicalement, quoi. Mais parce que c'est de salubrité publique. Enfin, Paul Watson, il est considéré par beaucoup comme éco-terroriste. En fait, il essaie juste de faire respecter les traités qui ont été signés et qui sont pas respectés. Je vois pas où est le terrorisme, en fait, quoi. Est-ce que vous aussi, comme le héros Gab, vous êtes prêt à mourir pour une baleine? Alors, je sais pas si je serais pas à mourir. Peut-être pour les orques, mais comme je suis pas du tout plongeur comme le héros, moi j'ai peur de la mort en apnée, c'est ma phobie. Donc je suis vraiment assez loin de ça, quoi. Pourquoi pas? Mais si j'avais 75 ans, oui. Mais si j'avais 25 ans, non. C'est vrai que vous apparaissez assez fasciné par les orques. En tout cas, votre héros est fasciné par les orques. Complètement. Surtout à la fin. Il y a une plongée avec les orques un peu chamanique, assez étrange. Mais c'est un animal d'une très haute intelligence. Et je pense qu'ils sont déjà bien plus intelligents que les hommes puisqu'ils ne se battent pas entre eux. Donc c'est un animal qui ne connaît pas la peur, ce qui est unique au monde. Et ils sont à la fois très proches de nous parce qu'ils sont animaux sociaux, qui sont très attachés à leurs proches, que ce soit famille ou amis. Et c'est comme toutes les sociétés civilisées, je dis sociétés parce que c'est la société des orques, comme les baleines, mais surtout comme les éléphants, en fait, c'est toujours le matriarcat. Les plus évolués, c'est société matriarcale. Tout est dit, Alors quel rapport vous avez justement à l'océan qui nous entoure? Ça me fascine et ça me fait peur, en fait. Moi j'ai peur de la mort en apnée, donc c'est ma phobie. Donc dans l'eau, pour moi c'est toujours problématique. Mais j'essaie de me soigner, j'ai appris à flotter, puis je suis même allé plonger avec les orques après le livre en mer de Norvège, dans une mer démontée. Enfin c'était un cauchemar, mais voilà, je me soigne, quoi. Et quand on a plongé, il y avait 40 orques autour de nous, donc pour eux, on n'est rien nous dans l'eau, on est d'une vulnérabilité incroyable. Mais les orques n'ont jamais tué d'humains en eau libre,
donc ça aurait été dommage qu'ils commencent par moi. Mais bon, j'ai toujours peur de l'eau, hein, mais pas des orques. Donc en fait, c'était qu'est-ce qui va être plus fort, la peur ou l'amour? J'avais déjà la réponse avant, donc c'est l'amour évidemment. Et qu'est-ce qui s'est produit sous l'eau avec les orques? Alors c'est pas sous l'eau parce qu'en fait, dans la mer de Norvège, il faisait moins 15, l'eau était noire, neigeait, il y avait du grésil, enfin c'était épouvantable, hein. Il y avait des creux, etc. Donc c'était plutôt en mode survie. En fait, c'était du snorkeling, on pouvait juste mettre le masque sous l'eau, parce que de toute façon, tu fais 3 mètres, l'eau est toute noire, tu vois plus rien, quoi. Donc tu vois juste des taches blanches passer sous toi, quoi. Ah mais c'est inoubliable. Enfin c'est plus que ça même. Il y a avant et après quoi dans la vie. J'ai écrit un récit de 150 pages pour en parler. On vous invite effectivement tous à lire Grindadrap. Qu'est-ce que vous avez gardé comme lien aux animaux vous? Parce que vous avez aussi écrit au Kavango, donc c'était les problèmes de braconnage dans un parc national en Namibie. Donc ça c'est pour exprimer quoi? La sauvagerie des hommes envers les animaux. Ben moi je voulais être tueur de braconnier quand j'étais petit, hein. C'était mon premier job. J'ai vu que le dernier guépard d'Asie avait été tué par un braconnier quand j'avais 6 ans. J'étais resté inconsolable. Et le lendemain matin, ma mère, j'ai dit, quand je serai grand, je serai tueur de braconnier. Je trouve ça hyper classe comme boulot. Et du coup, j'ai pas bougé. Parce qu'en fait, souvent, les enfants, ils aiment les animaux. Et puis, après, ils vont à l'école, on dit qu'il faut gagner de l'argent, acheter un pavillon, faire des crédits, etc. Puis ils oublient les animaux parce qu'ils préfèrent gagner de l'argent. Et moi j'ai pas bougé du tout là-dessus. Et du coup, tous les peuples autochtones, mes autres romans c'est plutôt ça. Enfin, c'est des romans un peu au long cours. Mais les causes autochtones et les causes animales sont les mêmes en fait, quoi. Ils sont hyper proches d'ailleurs. C'est souvent eux, ils sont encore en contact avec les animaux, chose qu'on a perdue en fait. Et ces deux livres là, ils sont au Kavango et puis Grindadrap. Là, c'est ce lien perdu avec les animaux et c'est ce qui m'intéresse. Et vous, quel lien vous entretenez avec le sauvage? Mais c'est là où je me sens bien. Moi, je suis dans un désert namibien devant une girafe. Tout va bien, tout est en place en fait. T'es à la fois émerveillé, bien à ta place sur Terre en fait. Toi, t'es beaucoup plus petit, t'es au même niveau qu'eux. Je parle pas de taille d'animal, mais l'humain est tellement arrogant et inconséquent que c'est bien de se remettre à la vraie place, quoi. Et ça fait un bien fou parce que c'est un moment de paix. Bonjour Jean Mallory. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir. Pourquoi n'aimez-vous pas le mot explorateur? Parce que il donne le sentiment d'un parcours un peu fou à la recherche de je ne sais quel point nouveau, alors que ma vie était organisée. Vous rendez un hommage à Jean Mallory, donc ça c'est tout au début du livre. Pourquoi? Parce que Jean Mallory, justement, quand il est parti dans le Grand Nord, dans le Groenland, etc., lui, il a eu un contact avec les Inuits, mais aussi les animaux, lors des chasses, les pierres, la cosmogonie, le cosmos. Il était en vraie interaction et il a découvert le chamanisme et un autre rapport au monde. Et quand il en parle, je trouve ça fabuleux. Et quand il revenait au Collège de France, tout le monde disait « Oh, Mallory il a pété un câble, il est devenu mystique et tout, quoi. » C'est des gens Gaston Bachelard qui lui a dit, ne les écoutez pas, Mallory, c'est une bande d'imbéciles. Ils ont jamais bougé leur cul de leur siège en cuir et ils sont en train de vous faire des leçons, alors que vous avez vécu pendant des années avec des choses qui verront jamais. Et donc, je trouve que c'est un des rares occidentaux à avoir reconnecté un petit peu avec ce qu'on a perdu, nous. Donc à chaque roman, il y a une tragédie. Un pays, ça c'est vraiment à chaque fois vous plantez le décor dans un pays. Comment vous travaillez et à quel moment vous voyagez et comment vous voyagez? D'abord je me renseigne sur le pays, donc quand j'arrive la première fois je connais assez bien son histoire, sa sociologie, etc. Et j'ai un premier voyage de repérage, 3 semaines, ça dépend des pays, quoi. On fait plus vite le tour des Féroé que de l'Afrique du Sud par exemple. Puis après je retourne à Paris, j'écris pendant 1 an et demi et je retourne sur place, mais l'histoire elle est déjà à peu près calibrée. Puis je retourne sur les lieux du crime entre guillemets, et là c'est une autre vision du pays et du coup du roman, parce que là tu mets plein de petits détails avec les gens aussi qui fait qu'on a l'impression d'y être, quoi. J'ai lu quelque part aussi que vous y alliez d'abord en mode un peu copain, famille, sans l'air d'y toucher, quoi, vraiment comme un vacancier lambda. C'est toujours le cas? Alors pas vraiment vacancier lambda parce que je déteste le tourisme et encore plus le tourisme de masse, donc je me débrouille toujours pour être là où les touristes ne sont pas. Mais par contre moi je pars jamais tout seul, je m'ennuie trop tout seul, quoi. Moi j'ai trop envie de partager, donc je pars souvent avec mes potes, comme ça on fait beaucoup la bringue et comme ça on rencontre plein de gens, en fait, des autochtones, hein, je veux dire. Et puis je leur demande avant, quand on se dit tiens on part dans 6 mois, vous avez 6 mois pour trouver des contacts à Buenos Aires, au Cap, enfin n'importe où, quoi. Et tout le monde, si tu cherches tu trouves, hein, tout le monde finit par trouver quelqu'un qui connaît, que ce soit un musicien, un libraire, n'importe quoi, qui fait que du coup on rencontre des gens sur place et même s'ils au départ ils sont pas forcément liés à mon livre, ils vont finir par me donner des pistes qui vont se recouper. C'est une seconde nature. Quand il y a une raison majeure comme le besoin, ça, je vous dis, ça m'est arrivé 2 fois dans la vie, c'est tout. D'écrire un livre qui demande du temps, quand je ne voyage pas pendant 3 ou 4 mois, je me sens mal à l'aise. Est-ce que vous trouvez que vous appartenez à la famille des écrivains voyageurs?
En fait, avant, voyager, c'était une vraie expédition. Maintenant, on prend l'avion. Donc, bon, c'est pas le même voyage, quoi. On est obligé de trouver des chemins de traverse parce qu'il y a plein de lieux. Tu y vas en 90, tu retournes en 2010, c'est plus tous les mêmes. Et ce qui pouvait être beau, sauvage et authentique, et plein de buildings, c'est mort, quoi. Enfin, donc t'es obligé d'aller voir ailleurs. Donc je suis plutôt un écrivain qui voyage, quoi. Un écrivain voyageur, enfin, je trouve que il y avait tellement de Kessel et compagnie, quand ils voyageaient, c'était des vraies aventures, quoi. Moi, c'est des petites aventures. Il y en a un qui vous inspire plus qu'un autre? Plutôt Kessel, ouais. Kessel, c'est, quand j'ai lu sa biographie, il se retrouvait toujours au bon moment, au bon endroit. Mais ça, c'est pas de la chance, en fait. Ça, c'est sentir un peu l'air du temps et se retrouver, voilà, au moment où il faut y être. Moi, ça m'arrive assez souvent, en fait. Alors, vous avez grandi à Montfort-sur-Meux. C'est un coin qui vaut le détour? Ça me fait marrer, franchement. Montfort-sur-Meux, comme son nom l'indique, c'est au milieu des vaches. Et ce qui me fait rire, c'est que, c'était sympa quand t'étais petit, à la campagne, c'est très bien. Personne n'avait peur, hein. Enfin, on prenait à 7-8 ans, on prenait notre vélo tout seul. Donc, c'était une époque assez insouciante. Moi, je préfère dire, je suis de Montfort-sur-Meux, ça, je trouve ça plus rigolo. Et alors, comment est né votre appétit pour l'ailleurs, à Montfort-sur-Meux? Les Bretons, ils partent tout le temps, hein. Et Montfort, c'était sympa quand j'étais petit, mais dès le collège, moi, ça m'a saoulé, quoi. C'est-à-dire que, déjà, au collège, moi, je voyais qu'une hâte, c'était d'arriver au lycée pour aller à Rennes. Et puis à Rennes, une fois que t'as fait 30 000 fois le tour des bistrots, chose que j'ai vraiment faite, tu dis, bon, je crois que j'ai fait le tour de Rennes, on serait bien aller ailleurs. Et puis comme j'étais assez ascolaire, j'ai toujours eu du mal avec l'autorité, donc ma scolarité, c'est fini au CNED, enfin, par correspondance, ce qui m'a laissé le temps d'écrire. Du coup, à 20 ans, je fais le tour du monde, c'était ça mes études, en fait. Donc une fois que t'as fait le tour du monde à 20 ans, le reste après, quand tu reviens, tout est possible, quoi. Vraiment. Donc, et puis, j'écrivais déjà, c'était nul, mais j'écrivais. J'ai adoré ce tour du monde, évidemment. Et je dis, écoute, continue à voyager, écrire. C'est plus intéressant, quoi. Mais c'est plus intéressant que soi. Enfin, écrire sur soi, pourquoi pas, hein, franchement, même ça m'intéresse pas. Et du coup, vous pensez que c'est une bonne idée pour tous les jeunes, effectivement, de partir faire le tour du monde à 20 ans? Mais ça doit être obligatoire. Non, mais tu fais le tour du monde quand t'es à 20 ans, 20 ou 22, enfin, quand tu finis tes études, ou après le bac. T'es un peu jeune après le bac, quoi. Mais une fois que t'as fait le tour du monde, il y a plus de racisme, hein. C'est fini. Enfin, ça c'est mort. Et comme t'as besoin des autres, parce que quand t'es étranger, tout est nouveau et tout est donc l'altérité. Là, t'en as vraiment besoin, quoi. Et là, écoute, t'es forcément uni avec tous les peuples parce qu'il y a des gens sympas absolument partout. Et puis surtout en dehors d'apprendre des langues, c'est en voyage que tu sais qui tu es, quoi. Et ça fait beaucoup de bien pour la confiance en soi, en fait. Et donc vous vous êtes révélé dans les voyages? Oui. Après aussi, on avait un club de moto avec mes potes de Rennes, là. Mais de vieilles motos, hein. Mais plutôt à 2 à l'heure, à la Easy Rider. On roule doucement, en regardant un peu et en s'arrêtant dans les endroits qui sont sympas ou dans les lacs pour se baigner. Et c'était la liberté. En fait, le fait de partir comme ça, là, à 20 ans, en moto et en bande de potes, pour moi c'était Easy Rider, quoi. C'était la liberté. Donc après, faire le tour du monde, pour moi, c'était pousser un peu plus loin ce sentiment de liberté. Un souvenir de voyage qui restera gravé à jamais en vous? Au fin fond en territoire mapuche au Chili, on avait rencontré une vieille machi qui était vraiment toute pétée, quoi. Elle paraissait, je sais pas, 130 ans, vraiment une toute petite momie comme ça, habillée avec une sorte de robe de Barbie. Enfin, c'était très très étrange, quoi. Qui parlait que mapuche, hein, qui parlait même pas espagnol. Et on avait une copine mapuche qui était avec nous, qui faisait l'interface, et elle croyait, elle disait, mamie, eux c'est les Français et tout. Elle disait, ah ouais, Français c'est au-dessus de Santiago. Je dis, non, mamie, c'est après l'océan. Là, ouais. Elle était pas forte en géographie, elle était branchée, elle, sur les volcans. En fait, hein, c'est une chamane, hein. Et puis on fait une cérémonie, tout ça, elle invoque les volcans, etc. On comprend rien parce que c'est en Mapudungun, qui est la langue des Mapuche. Et puis après, la copine nous dit, la grand-mère vous dit, en France, vous allez avoir des problèmes avec les volcans. Alors, 1, c'est pas où c'était. 2, avant que le volcan du Massif central se réveille, ça allait être dur. Et quand on est rentré 10 jours plus tard, on a été bloqué à Madrid avec les volcans d'Islande qui avaient foutu un wipe pas possible dans toute l'Europe et en France, puisque c'était la croix à la bannière pour rentrer. Ça peut être le hasard, évidemment, quoi. Mais j'adore. C'était quoi le tout premier voyage en solo? Moi, je fais jamais en solo, en fait, hein. Enfin, si, quand j'ai fait le tour du monde, j'ai retrouvé un ami qui était en Nouvelle-Zélande, parce que lui, il y avait une tante qui habitait là-bas, et au moins, on avait un logement gratuit. Il y avait une cabane, là, à côté de la maison. Il m'a dit, écoute, tu peux venir, qu'on soit 1 ou 2, ça change rien. Donc, je traversais les États-Unis, Papeete, puis au bout de quelques jours, je l'ai retrouvé en Nouvelle-Zélande. Mais c'est la Nouvelle-Zélande qui a été le cœur de ce tour du monde, quoi. On est resté 3 mois là-bas et j'aurais voulu y rester tout le temps. Prochain voyage, alors? La prochaine intrigue? En fait, je reviens des territoires Sioux, Lakota, dans le Midwest américain. Donc, Dakota, Wyoming, Montana. Donc, je suis en train de l'écrire en ce moment.
Vous allez y retourner alors, après la phase d'écriture? En fait, j'ai les contacts avec tous les activistes américains. On a vécu des trucs incroyables là-bas. Et j'ai l'impression d'avoir toute la matière. Si j'y retourne, ce sera pour le plaisir, en tout cas. Merci à Caril Ferret. Son roman Grindadrap est sorti chez Gallimard. L'interview est aussi à déguster dans le dernier AR, en kiosque actuellement avec la couve sur la Bretagne. C'est le numéro 72 de l'automne. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Facebook, TikTok, notre chaîne YouTube aussi et dans les kiosques bien sûr. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire. Une bonne note, ça nous fait très plaisir. On est aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.